c'est une ressource très intéressante. Et puis donc j'ai dit d'essayer de faire données techniques. Et la troisième partie, donc plus sur les questions philosophiques et scientifiques. Voilà, la fertilité vient de l'arbre, dit-on africain. De l'agrochimie à l'agrobiologie, donc en resituant donc, la question des BRF dans l'histoire de l'agronomie et de l'agriculture, et particulièrement dans la critique de l'agrochimie avec les fondateurs de la bio. Et puis enfin, un exemple de pistes qui ont pu ou peuvent expliquer l'enthousiasme qui a pu prévaloir, disons, chez les découvreurs des BRF ou chez les Français qui dernièrement ont organisé des démarches de la vulgarisation, essayer de promouvoir la recherche scientifique sur la question. Je vais essayer de montrer que l'impact des BRF sur les sols peut nous inviter à une maîtrise agronomique inédite, supérieure à ce que l'on sait, et ça sera à partir de travaux menés par Benoît Noël, qui commence à diffuser, mais avec difficulté, donc surtout la question du rapport entre les BRF, le carbone, l'humus apporté au sol, et la fertilisation azotée, qui est un des piliers, sinon le pilier essentiel de la fertilisation des plantes en agriculture conventionnelle, et aussi en partie dans l'agriculture biologique. Des écologistes ou des militants ou des gens apeurés ont considéré que toute la faute reposait sur l'Occident moderne, son industrie, sa technologie, sa science, et puis qu'il y avait des sociétés traditionnelles qui, pendant longtemps, avaient vécu en harmonie avec la nature, un petit peu au jardin d'Éden. Bon, certes, on peut trouver des sociétés traditionnelles qui vivaient dans une relative harmonie avec la nature, mais on trouve aussi de multiples exemples à travers l'histoire de sociétés qui ont disparu sans avoir nos moyens technologiques. Donc la question est beaucoup plus complexe que ça, et si vous voulez, je parle c'est la fin du mythe du bon sauvage. La question du rapport de l'homme à la nature s'est toujours posée, et il n'y a aucune société qui ait fonctionné de manière parfaitement harmonieuse. Et on peut aussi se poser la question de la place de la liberté de l'homme dans les diverses sociétés, pour, si vous voulez, poser la question de la prise de risque, de quel monde on veut, est-ce qu'on veut vivre strictement comme des animaux? Je ne le pense pas. Donc il y a forcément une prise de risque, et cette prise de risque doit être calculée, et c'est un enjeu philosophique, c'est un enjeu de culture, d'accord? Et c'est aussi bien sûr, à notre époque, un enjeu de science. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, il faut quand même nuancer en montrant que la modernité capitaliste et industrielle a un rôle majeur dans la situation actuelle. Quelle est la différence essentielle par rapport aux sociétés traditionnelles? Eh bien, j'en vois deux qui sont couplées. La première, c'est la puissance que nous avons acquise avec notre appareillage technologique. C'est pas la même chose de travailler, d'exploiter une forêt avec une hache ou avec une tronçonneuse, où les sociétés d'avant se sont contentées de rêver dans la Lune. Sur la Lune, sur le cosmos, elles n'y ont pas envoyé de fusée. Donc on a changé les moyens, d'accord? On a changé d'échelle. Et puis, à côté de la puissance, c'est aussi la place de l'économie marchande, la place de l'économie capitaliste, avec la recherche du profit, qui, comme vous le savez, dans le cadre de la mondialisation, tend à devenir un phénomène hégémonique, dominant, c'est-à-dire qui écarte un petit peu toutes les conséquences, que ce soit sociales ou écologiques, que peut avoir ce mode de développement, ce mode de croissance économique. Je cherche à minorer le phénomène, ne sont pas très sérieux aujourd'hui. C'est pas toujours le cas en science d'avoir un consensus, il y a toujours des controverses, des débats de science, ça dépend de la manière dont on regarde les choses, des échelles de temps, des échelles d'espace, mais pour le coup, sur le climat, c'est intéressant, on ne peut plus trop en douter. Le recul de la biodiversité, bon, vous en avez sans doute entendu parler, il y a une convention sur qui tente de la biodiversité, de la protéger. Un chiffre aussi, voilà, entre 10 et 30% des mammifères, oiseaux et amphibiens sont menacés d'extinction. Bon. Ça peut parfois être minoré, mais ça, c'est à la limite, c'est impressionnant parce que ce sont des animaux qui sont à notre échelle, on les voit facilement. Mais il y a toute une
la majeure partie des organismes vivants est plutôt vers le petit ou l'infiniment, enfin pas tout à fait l'infiniment petit, mais le microscopique, hein, les micro-organismes, les bactéries, voilà, des virus aussi, hein, qui donc voient leur stock de biodiversité menacé. Bon, avec toutes les conséquences que ça implique, on se pose des questions, même si je ne suis pas spécialiste, sur le rapport entre biodiversité et stabilité des écosystèmes, entre biodiversité et capacité donc des milieux aquatiques, terrestres, à résister aux perturbations, aux changements climatiques, aux pressions de l'homme, etc. Il l'avait inventé, mais celui qui lui a donné son contenu scientifique, c'est un minéralogiste et chimiste, je crois, russe, qui s'appelait Vladimir Vernadsky. Et dans ses études, où il étudie les grands cycles bio-géochimiques de la planète, hein, on reprend des travaux sur l'azote, mais aussi il y a des recherches sur le carbone et d'autres éléments, il est un des premiers, dans les années 1910-1920, à avancer que la société moderne occidentale, hein, est devenue, par sa puissance technologique, une véritable force bio-géochimique. C'est-à-dire que notre puissance technologique arrive à interagir avec l'échelle du fonctionnement global de la planète. Ça, c'est assez inédit. On pouvait avoir une puissance locale, mais pas de là à aller agir sur le climat, ce qui est assez dur, c'est vrai, à accepter. Mais voilà, il semblerait que ça soit acquis. Donc on a une analyse globale de l'ensemble de la planète, on a aussi une analyse systémique. Donc on passe de l'analyse linéaire à la prise en compte des boucles de rétroaction, normalement il y a un petit schéma. Et puis aussi on le voit avec l'étude des écosystèmes, hein, et des influences mutuelles, comme on l'a dans la définition de l'écologie. Hein. L'écologie, c'est pas une biologie qui s'intéresse uniquement à un organisme vivant, c'est un ensemble d'êtres vivants qui vivent en interaction avec d'autres, qu'on va appeler ici le milieu biotique, si on s'intéresse par exemple à l'écologie de la souris ou à l'écologie du peuplier, ce qu'ils ont comme conséquence sur la nature où on a exploité. Est-ce qu'ils permettent à la nature de se renouveler, aux écosystèmes de se maintenir, ou est-ce qu'on engendre des perturbations irréversibles? D'accord ? Alors, pour les sols, ben, c'est des phénomènes d'érosion, hein, aussi quand on supprime des haies ou des bosquets, des forêts, des barrières biologiques. Une cartographie sur toute la France des sites pour mesurer l'évolution et les qualités des sols. Donc, les indicateurs qu'on avait au sommet de Stockholm en 72, on les a maintenus, on a pu les compléter, on a pu prendre d'autres critères jusqu'à Kyoto, jusqu'au sommet récent, en passant par Johannesburg, en passant par Rio. Et le bilan, voilà le bilan. Malgré la mise en place de cadres institutionnels nationaux et internationaux, donc ces conférences, mais aussi le début des ministères de l'environnement, hein, dans les années 70, les derniers constats sur l'état de la planète sont plus préoccupants qu'au début des années 1970. En clair, nous n'avons pas progressé. Ça fait 40 ans qu'on est censé politiquement s'occuper des problèmes d'écologie. Il n'y a pas de progrès statistique mesurable sur l'ensemble de la planète. On va trouver bien sûr des progrès ici ou là. Voilà, je termine sur cet état de la planète. Donc évidemment, c'est un bilan plutôt pessimiste, mais bon, on va pas s'en tenir à ça. On cherche des solutions, en tout cas. Les gens qui ont encore un petit peu de motivation, qui ont envie de dire à leurs enfants que non, c'est pas tout foutu, on va pas tous mourir, eh bien, il faut chercher des solutions. Oui. Je crois cette année. Donc, il était professeur au département de foresterie de l'Université de Laval à Québec. Et il n'est pas le seul à avoir travaillé là-dessus, hein, mais c'est lui qui a quand même fait paraître et diffuser gratuitement, j'insiste, gratuitement, à l'heure où la science, le savoir devient de plus en plus un marché comme les autres. C'est pas moi qui dis ça, mais bon, c'est une réalité socio-économique. Hein. Diffuser gratuitement près de 200 publications sur le BRF, les sols, l'écologie, et avec des perspectives intéressantes, hein, de réflexion même très intéressantes, très novatrices. Maintenant, on manque beaucoup de recherches quand même derrière pour étayer ça, et puis aussi d'essais agronomiques pour diffuser, pour valoriser tout son travail. La pression sur les forêts s'accentue pour, eh bien, par exemple, le bois énergie. Le bois énergie, alors il y a le bois bûche, mais dans un contexte